Aujourd'hui, on vous fait un peu notre carte de visite, justement, qui est d'étudier brièvement les relations qu'on peut établir entre innovation et science-fiction. Il y aurait beaucoup d'autres façons de le faire. On peut réfléchir, par exemple, au fait que la science-fiction en elle-même est une forme d'innovation parce que c'est un label qui a été créé en 1929, pardon, par Hugo Gernsback, qui était un Européen et qui a introduit un genre de littérature qui préexiste largement dans l'horizon européen. Il y a un Larsen, oui. Je ne sais pas quoi c'est dû. Disais-je, donc, c'est un courant qui préexistait largement dans l'horizon européen, tel le merveilleux scientifique dans la tradition française, mais aussi les scientific romances dans l'horizon britannique et ainsi de suite. Et il a créé ce label, donc en 1929, la science-fiction. Et ça a réussi, pour de multiples raisons que je ne vais pas développer, à prendre et à envoyer un marché considérable aux États-Unis. Et donc, la science-fiction est maintenant un courant qui a presque une centaine d'années et qui a colonisé non seulement donc, la forme romanesque, mais d'autres supports tels que la représentation graphique, les films, les radiophonies, enfin, surtout plein de supports. Ce qui nous importe ici, c'est que la science-fiction, dès le départ, s'est présentée avec une idéologie particulière qui était celle, finalement, d'anticiper le développement technologique de l'humanité. C'était la profession de foi de Gernsback et de ses premiers successeurs, mais qu'assez rapidement, ça s'est trouvé se diversifier et on ne pourra pas aujourd'hui un exposé sur le panorama complet, le paysage de science-fiction, mais disons que pour simplifier les choses, on peut considérer qu'il y a deux pôles dans un large spectre. Et un des premiers pôles serait ce qu'on appelle la hard science. La hard science, c'est la science-fiction qui est faite, écrite par, ou filmée, en tout cas par des gens qui en fait ont des connaissances scientifiques et savent de quoi ils parlent, et donc savent aussi assez précisément de quelles sont les conjectures qu'ils font pour tenir leur histoire, c'est-à-dire à quel moment ce qu'ils font s'écarte de ce qui est tenu pour possible, réel, vrai à leur époque. Donc ça, c'est la hard science. Pour illustrer cette question, vous avez une citation d'un des auteurs les plus connus américains de hard science, qui est Arthur Clarke. La seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Et donc là, le mot important, enfin le groupe de mots important, c'est un peu au-delà, un peu. Alors, de ne pas s'écarter radicalement, mais de savoir à quel niveau on fait une conjecture. Donc ça, ce serait un pôle de la science-fiction, mais c'est loin de résumer le genre de science-fiction. Et on peut l'opposer, on va dire, à l'autre pôle qui est typiquement celui du space opéra. Le space opéra est aussi un genre américain et qui reprend des histoires de western ou de chevaliers, mais transposées dans l'espace, avec des aventures où finalement la technologie joue un rôle analogue à celui que pouvait jouer le merveilleux dans des contes de fées ou dans des histoires. Donc là, on a une citation d'un auteur qui n'est pas un auteur de science-fiction, mais qui est un auteur de fantasy qui porte un regard donc acide et ici ironique vis-à-vis de ses collègues auteurs de science-fiction. Il dit la science-fiction, c'est de la fantasy avec des boulons. Voilà. Et bon, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma du XXe siècle, vous avez aussi des exemplaires. Arthur C. Clarke, c'était le scénariste, le co-scénariste avec Kubrick de 2001. Donc 2001 est resté comme un des monuments précisément qui incarne la hard science au cinéma. Et puis de l'autre côté, Star Wars, l'épisode 4, le premier historiquement est sorti, qui est typiquement un space opera. On y reviendra. Donc, pour conclure cette introduction, disons que ce qui caractérise la science-fiction comme genre, c'est un pacte de crédulité d'un certain genre avec son lecteur, c'est-à-dire d'une certaine manière, ça se place dans un cadre assez réaliste. Hein. On considère que les lois, ce que vous connaissez de l'univers, en tout cas sur les lois physiques qui agissent, il n'y a pas forcément en général, il n'y a pas de surnaturel, ça prétend. Mais en revanche, des hypothèses sont faites qui vont s'écarter de ce qui est tenu pour possible, typiquement grâce à une évolution de la connaissance scientifique et technologique. Et donc, ce qui caractérise et ce qui est intéressant en soi pour réfléchir, cette littérature, c'est qu'elle se présente comme un écart au possible.
Donc, du coup, je vais laisser Roland pour nous expliquer un petit peu que les choses qui s'écartent du possible, pourquoi elles ne sont pas possibles dans l'état des connaissances? Il peut y avoir différentes questions. Oui, effectivement, la science-fiction, on a même tendance à dire en France, en tout cas, c'est de la science-fiction de manière très péjorative, c'est un genre qui est encore une péjorative. Mais dire c'est de la science-fiction, c'est pour dire en gros, ce que tu racontes là, c'est de la dérive, c'est pas sérieux. Alors effectivement, la science-fiction, on ne cherche pas de toute façon à faire une prédiction scientifique, c'est pas de la futurologie, c'est pas de la prospective, c'est pas de l'invention scientifique, mais effectivement, elle peut marquer des impossibilités de différents niveaux. Il y a des impossibilités qui seraient assez radicales, parce qu'effectivement, elles vont franchement violer les lois de la physique telles qu'on la connaît actuellement, typiquement les vaisseaux qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, par exemple. Mais il y a des impossibilités qui sont beaucoup plus subtiles, parce que l'objet qui nous est montré peut être pensé ou analysé dans le cadre de la physique actuelle, avec les éléments qu'on en voit. Alors, j'utilise plus volontiers le cinéma, parce que ça produit des images. Il y a aussi plein d'œuvres, ce sont des œuvres souvent très connues au cinéma. Dans les 10 films les plus vus de tous les temps, il va y avoir 7 ou 10 films de science-fiction au nombre de spectateurs. Je ne parle pas en termes de panthéon du cinéma, mais en termes de spectateurs. Du coup, c'est pas intéressant de se demander qu'est-ce qui nous manque pour faire ce que montre la science-fiction. Dans les situations où ce n'est pas que de la physique qui nous manque, c'est de la physique qui nous manque, s'il faut inventer de la physique inconnue actuellement ou qui viole rédhibitoirement nos lois actuelles, évidemment, c'est un peu fâcheux, on ne sait pas répondre à la question. Il nous manque, enfin, exactement si, il nous manque de la physique, ou tout le moins ils ont violé nos lois de la physique. En revanche, il y a des situations où ce n'est pas tout à fait ça, et on va voir que ce qui va nous manquer le plus, je vais le prendre sur 2 exemples, c'est essentiellement énergie et puissance. Alors, 2 exemples pour montrer aussi un peu comment ça peut se passer. Voilà une photographie d'une scène d'un film de Star Wars où un Jedi plonge son sabre laser dans une grosse porte métallique. Il la plonge dedans, il veut la bousiller, la porte, parce que de l'autre côté, il y a 2 méchants qui veulent casser la figure. Et il met son sabre laser dedans et ça fait fondre la porte. Généralement, là, on voit le début de la fusion, mais il y a un bloc de porte, il y a un morceau qui fond entièrement. C'est une porte en métal, on ne sait pas quel métal. Mais il y a la porte qui fond. Alors le sabre laser, comme objet technique, il est impossible de plein de façon assez rudimentaire, ne serait-ce parce que la lumière ne s'arrête pas comme ça au milieu de l'air, sans raison valable, si j'ose dire. Mais par ailleurs, on peut se battre en bloquant les lames de sabre laser l'une contre l'autre, alors que la lumière c'est immatériel et les 2 faisceaux lumineux devraient se croiser sans aucun problème. Oublions ces détails qui sont très importants, parce que là c'est une violation rédhibitoire de ce qu'est la lumière dans le comportement de ce qui est appelé dans le film un sabre laser, donc un sabre ou un lightsaber en anglais, donc un sabre de lumière, et pour examiner en fait quelle est la puissance qui est mise en jeu dans cette opération. Alors pour ça, on peut vraiment mener l'enquête de physicien, c'est-à-dire c'est de chiffrer un sabre laser combien de watts, voilà la question. On peut la poser en examen des étudiants, on donne la séquence, il y a 3 minutes, enfin 3 minutes pour la regarder, et 1 heure pour répondre à la question combien de watts. Alors pour ça, ça nécessite d'avoir fait un peu de thermodynamique, de faire une hypothèse sur le métal qui est utilisé là-dedans, c'est pas lequel, bien sûr. Alors comme on suppose que ce film est un film réel, documentaire, évidemment. C'est un métal qui existe, c'est pas l'adamantium, le neodymium, enfin il y a toute une catégorie de métaux fabuleux de la science-fiction et qui ont des propriétés extraordinaires. D'ailleurs, on peut discuter à l'aune des matériaux réels, mais ça c'est un autre sujet. Et donc, si on dit que c'est de l'acier, si on se demande quelle est la masse d'acier mise en jeu, on peut avoir l'idée du volume d'acier mis en jeu en comparant une courbure qui est ici, à la taille du personnage, on va supposer humain, bien sûr, il n'est pas humain, parce que Star Wars, c'est il y a très longtemps dans une telle galaxie, donc ce personnage n'est pas un humain, mais comme il le ressemble par analogie, on va dire, bon, il a la taille d'un humain, vous voyez, on est obligé d'expliquer toutes les hypothèses, je vous fais vite, ça peut prendre du temps, et les terminales, on peut y passer 1 heure et demie. Et donc, estimer le volume d'acier, donc la masse d'acier, en connaissant la masse unique de l'acier, toujours avec l'hypothèse que c'est de l'acier, température de fusion de l'acier, chaleur latente de l'acier, capacité calorique, bref, on se renseigne, ça se calcule, c'est facile, c'est beaucoup de joules. La séquence dans le film dure quelques secondes, on divise beaucoup de joules par quelques secondes, et la réponse, ça fait 1 milliard de watts. Donc, au-delà des éléments dont on parle tout à l'heure sur le comportement réel de la lumière, pas du tout comme on le voit dans le film, on obtient un engin technique qui, dans la taille de ce micro, est capable de lâcher 1 gigawatt continu pendant plusieurs secondes. Il le refait plusieurs fois après dans le film, donc on se dit que ce n'est pas des piles qu'il y a dedans, et que, bref, on peut discuter de tout un tas de choses, de ce qui se passe avec cette machine, qu'est-ce que c'est que cette machine, comment est-ce qu'elle pourrait fonctionner, etc. Pourquoi ce n'est pas possible de mettre 1 gigawatt plusieurs secondes dans un truc qui est gros comme ça. Ça peut parler des questions de stockage d'énergie. Pourquoi je peux me convaincre que ce ne sont pas des piles, littéralement des piles qu'il y a dedans, enfin, au sens d'un système de stockage quelconque, et que du coup, c'est autre chose.
chose, que ce sabre laser, c'est sans doute une machine comme un vélo qui transforme une machine sans source d'énergie, qui transforme une forme d'énergie particulière et inconnue de nous, encore une impossibilité qui s'appelle la force, en une autre forme d'énergie connue de nous qui s'appelle la lumière, et que ce sabre laser fait cette transformation de Jedi, injectant miraculeusement cette force dans le sabre laser. Ce qui pose des tas de problèmes, c'est une machine qui fait de la transformation, donc elle a un rendement qui n'est pas 100%, donc ce qui n'est pas converti en lumière est converti en chaleur. Donc ça sort 1 gigawatt de lumière, il doit sortir quelques mégawatts à minima de chaleur dans un truc qui est gros comme un micro. Et donc du coup, le sabre laser doit être aussi lumineux, voire plus lumineux que le métal en fusion qui est en face des mains du Jedi. D'ailleurs, c'est très dangereux de mettre ses mains près de plusieurs kilogrammes d'acier en fusion. Donc, toute cette scène-là, on peut l'analyser complètement, arriver à dire que ça ne marche pas de 50 000 façons, mais on a appris des choses, on a compris à quel point c'est loin de notre réalité, et en faisant ce détour, on a aussi compris des éléments de notre réalité. Ça permet de comprendre ce que c'est énergie, je n'ai pas fait le point complet, ce que c'est énergie et puissance, différence entre énergie et puissance, énergie, capacité, enfin mesure de la capacité à faire les transformations, puissance, débit de transformation, le rythme des transformations, le débit d'énergie, et de le chiffrer dans cette situation-là, de se demander c'est quoi stocker l'énergie pour que ça tienne là-dedans, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, il y a plein de raisons de physique fondamentales, et d'aboutir à tout un raisonnement qui met en pratique aussi la façon, c'est la partie plutôt didactique, qui met en pratique aussi le raisonnement scientifique devant une question, je dirais, mal posée, ouverte. Quelle est la puissance du sabre laser? Vous avez les 6 DVD de Star Wars, vous avez 6 jours pour les regarder et 1 heure pour les répondre, démerdez-vous. Et là, c'est une situation typique. Quel est l'âge de l'univers? Vous avez un siècle. Sans regarder dans Wikipédia ou sans regarder les gens qui travaillent là-dessus, je dis un siècle parce qu'il a fallu un siècle à peu près pour se donner les moyens, tant théoriques qu'exploitationnels, pour commencer à répondre scientifiquement à cette question. Donc, il y a un combo enfin une combinaison de je peux à la fois faire un peu didactique des sciences et en même temps mesurer l'écart du possible avec le sabre laser. Alors, on peut le refaire avec un autre très grand poncif, très, très utile dans la science-fiction, c'est le voyage interstellaire, qui souvent viole radicalement les lois de la physique dès qu'il devient au-delà de la vitesse de la lumière. Dans le cas du film Avatar, ce vaisseau, qui s'appelle le Nature Star, lui, est un vaisseau raisonnable, et il ne va pas plus vite que la lumière, il va assez vite, près de Alpha du Centaure, étant la plus proche de notre système solaire. Il y va en un peu moins de 6 ans. Il y a 4 années-lumière à franchir, un peu moins de 6 ans, donc à franchir Phoron et vite fait sur le gaz, je vous fais grâce des détails de relativité. Il fait 2 tiers de la vitesse de la lumière. Sa vitesse moyenne, c'est 2 tiers de la vitesse de la lumière, donc c'est-à-dire très, très, très au-delà de ce que nous savons faire. En termes de vaisseau, on est plutôt à un 20 millième de la vitesse de la lumière. Voilà ce que font nos vaisseaux réels actuels. Ils ne mettent pas 6 ans pour aller à l'alpha du Centaure, mais plutôt 80 000 ans, si tant est qu'ils sont à l'alpha du Centaure. Donc on est dans la science-fiction, hein, d'accord, mais dans une situation raisonnable, ce vaisseau est raisonnable, il est pensable. L'idée, on peut faire toute une enquête très sophistiquée dessus, se demander qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs. Première chose, qu'est-ce qu'on voit dans ce vaisseau? Il est bien pensé. Sans doute les réservoirs, des radiateurs, parce que toute l'énergie qui n'est pas consommée pour propulser le vaisseau, il faut bien l'évacuer dans l'espace sans matière. Il faut bien l'évacuer de la seule façon disponible dans l'espace, donc le rayonnement. Donc des radiateurs, on peut se poser la question de quelle est la température de ces radiateurs, est-ce qu'elle est suffisante, combien de watts ça fait, donc quelle est la longueur du vaisseau, pour voir combien de watts. Avec le rouge, là, on peut dire les watts par mètre carré. Combien de mètres carrés, ça fait combien de watts, et ça peut donner de la puissance des moteurs. La longueur du vaisseau, il faut la connaître. On peut la connaître. Il y a un câble qui tire ici, il y a des soutes, il y a un module de vie, il y a de la matière qui tourne. Les dingues comme moi regardent combien de temps ça tourne, et connaissant la gravité plausible qu'on peut espérer à l'extérieur dû à la force centrifuge, c'est quelque chose qui doit faire comme un jet. Il tourne en 24 secondes, donc ça fait une longueur de 200 mètres. Le vaisseau fait 2 km. Si on regarde un peu toutes ces idées, parce qu'il y a de perspectives qui gênent. Le vaisseau fait 2000 mètres, donc il y a beaucoup de watts, etc. Bref, on peut faire plein de choses sur ce vaisseau, l'analyser complètement, et il est plutôt malin. C'est pas du tout un vaisseau à la Star Trek, où les gars, on doit le savoir. Je sens une divergence dans la force, et tout le monde dans leur vaisseau, et 2000 plus tard, ils sont au bout de la galaxie. C'est pas du tout ça. C'est un vrai vaisseau plausible, mais pas facile à faire en pratique. Le bouclier de protection, pas facile à faire en pratique, il faut que chiffrer l'énergie nécessaire pour que le vaisseau franchit cette distance dans cette durée, et ça correspond, pour ce voyage de 6 ans, ça correspond à peu près à 150 millions de consommation actuelle humaine d'énergie. Donc il faut que vous prenez 150 millions d'humanité d'énergie actuelle. Vous faites un gros tas, vous le mettez dans le vaisseau, vous oubliez les détails techniques. Encore une fois, il y a que le point du moteur, de ce qu'il fait dans ces vaisseaux, pour faire exécuter l'enquête dessus, je ne vous ai pas, on s'en fout, en fait, c'est juste des ordres de grandeur tellement au-delà de ce dont nous disposons que le problème technique ne se pose même pas, on n'a pas les moyens énergétiques. Et ces moyens énergétiques, on peut les comparer, par exemple, à des fusées comme Saturn V, on a bientôt le SLS américain pour le projet Artemis, du retour vers la Lune, qui va être
peu près équivalent à une fusée Ariane 5 qui est déjà un peu puissante. Cette fusée-là, elle a produit 120 gigawatts de puissance pendant moins de 3 minutes. Son premier étage, c'était 120 gigawatts 3 minutes. 120 gigawatts, c'est beaucoup. Hein. C'est 2 fois le parc nucléaire français pendant 3 minutes. Ça s'arrête au bout de 3 minutes. Mais quand même, c'est pas mal, dans un seul bloc et le bas. C'est assez intéressant. Ça correspond pendant ces 3 minutes à un peu moins de 1% de la consommation de la puissance mondiale de 1960. Donc cette unique machine, à elle toute seule, pendant 3 minutes, elle était équivalente à 1% de l'humanité. Bon, c'est difficile de sous-estimer la puissance du machin quand même. Alors on peut voir l'énergie, à quelle énergie ça correspond. Un vaisseau modeste, hein, je ne sais pas du tout le Venture Star. Le Venture Star, il va faire des millions de tonnes, il a été en 6 ans. Même un vaisseau très modeste, il fait 150 000 années, un vaisseau très modeste, 1000 tonnes à 10% de vitesse de la lumière, ça fait 40 ans, 45 ans pour aller aux étoiles la plus proche, c'est l'énergie consommée par l'humanité en une année. Donc voilà, le point encore, c'est une autre façon de se dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour aller vers les étoiles, et que même si on imagine qu'elle croît de 1,5% par an, c'est vraiment 3 siècles pour multiplier par, disons, 100 notre consommation d'énergie. 1,5% par an, on a un contexte pour l'instant, c'est plutôt compliqué, hein. Sachant qu'on est à 80% sur les fossiles, que ces fossiles vont disparaître à la station de stocker, et qu'il serait utile de ne pas les utiliser, d'arrêter froidement de les utiliser, de les laisser dans le sol, pour ne plus jamais les utiliser, parce qu'il y a un crunch avec le climat. Et donc, les fusées interstellaires, ce n'est pas pour tout de suite. Et on peut se poser la question de est-il raisonnable de faire des fusées pour la Lune, avec des humains dedans? Enfin, des fusées pour la Lune avec pas d'humains dedans, c'est moins d'énergie, moins de puissance, moins de matière, moins de complexité, moins d'argent qui pourrait être employé ailleurs peut-être. Il y a des projets qui ont été faits, je passe des rêves d'ingénieurs, hein, ça c'est important, qui ont tenté d'imaginer ce que pourrait être un vaisseau interstellaire, je passe des détails, mais voilà, la puissance du premier étage, le diamètre du réacteur du premier étage, c'est 100 mètres de diamètre, hein, difficilement sous-estimer la taille de ce truc. La puissance, c'est 37 terawatts. La puissance de l'humanité actuelle, c'est 20 terawatts, 20 000 milliards de watts. Là, c'est ce moteur produit pendant toute la durée de la propulsion. Pendant 2 ans, il produit 2 fois la puissance humaine. La puissance humaine actuelle, ce seul moteur. Bon. Il y a plein de choses intéressantes à dire. C'est-à-dire que ce sont des objets qui sont pensables. On voit que l'écart, il n'est pas dans la physique, d'une certaine façon, il est simplement dans l'ampleur du projet, la puissance et l'énergie disponible. C'est souvent à ça qu'on va reconnaître qu'un projet relève d'une science-fiction plausible, mais impraticable en réalité. Et donc, on peut, par ce détour-là, finalement, se reposer des questions, puisque des questions énergie et puissance, se reposer des questions sur notre humanité actuelle. D'où vient son énergie et sa puissance? Où est-ce qu'elle va aller? Comment on va pouvoir continuer pareil? Pourra-t-on continuer pareil? Pourra-t-on faire ces choses-là? Et la réponse est non. Et pourra-t-on même continuer comme on continue actuellement? La réponse est pour le moment, c'est non et pareil. Et bon, on va discuter longuement sur ces questions, mais c'est vrai que ce détour par ces mondes imaginaires peut arriver sur des questions très concrètement humaines. On pourrait aussi évoquer, je ne l'ai pas fait là, des questions autour des éco-fictions, puisque la science-fiction, c'est aussi intéressé à la question écologique. Donc, dans ces éco-fictions, il y a des lignes de fuite possibles, imaginées, des répertoires possibles imaginés par la science-fiction, et qui pourraient, si ce n'est éclairé, en tout cas, intervenir dans le débat sur les questions écologiques et la transition énergétique et sociale. On appelle de nos voeux ardemment. Je reprends la main pour dire que du coup, on voit que la science-fiction fait partie d'un de ces discours qui essaye de préfigurer le futur, l'avenir. Et il y a eu toute une série, on ne va pas être exhaustif, mais il y a eu toute une série de discours. De nos jours, il y aurait le discours sur l'innovation en général, hein, mais il y a eu toute une série de discours historiquement qui ont eu cette fonction d'essayer d'éclairer, préfigurer l'avenir. Le plus ancien qu'on connaisse, c'est celui de la divination. C'est un discours d'origine magique où il y a la prédiction d'un événement, et cet événement est fortement polarisant. C'est-à-dire, les gens ont très envie qu'il se produise, ou au contraire, ne veulent absolument pas qu'il se produise. Et ça permet, par la prédiction et puis quelques conseils qui sont donnés sur la façon de provoquer, d'être dans une situation favorable pour l'éviter ou l'obtenir, ça permet d'agir sur le comportement des gens. Une prédiction, mais si tu fais ça, telle offrande, si tu me donnes tant d'argent, ça ne se produira pas et tu ne tomberas pas du pont du navire pendant ton prochain voyage. Bien. Et donc, ça, c'est une des choses qui a été revendiquée par certains auteurs de science-fiction. Donc, je n'ai pas le temps de développer, mais Ray Bradbury a écrit des romans en disant précisément, j'écris des romans pour décrire des futurs pour qu'ils ne se produisent pas. Donc ça serait un premier mode. Il y a un deuxième mode qui est très connu et qui est cette fois-ci, on dirait, lui, pas seulement immémorial, on a des traces qui sont très très anciennes, c'est un discours d'origine religieuse, c'est la prophétie. Donc la prophétie, on en connaît tous dans
dans les cultures du livre. Et en général, les prophéties sont plutôt, il peut y en avoir de deux sortes, des prophéties eschatologiques qui nous disent que le règne de tel Dieu va advenir sur la planète, tel événement bénéfique va advenir, mais en général, ce sont plutôt des catastrophes. Ce sont plutôt des discours qui annoncent la chute de Babylone ou voilà, telle catastrophe qui va se produire. Et ces discours ont une caractéristique, c'est qu'ils annoncent une rupture. Ils annoncent une rupture par rapport à ce que les gens considèrent comme faisant partie de ce qui est garanti dans le présent, qui était déjà dans le passé et qui va continuer dans l'avenir. Et le discours prophétique est précisément celui d'un individu qui dit « ça ne durera pas comme maintenant ». Voilà, ça ne peut pas durer. Et donc, c'est aussi une des fonctions de la science-fiction. C'était le cas chez un auteur, en tout cas, c'est comme ça que Ursula Le Guin le voit, mais je suis d'accord avec elle à propos des romans de Philip Dick. C'est quelqu'un qui nous place dans des univers où la rupture, très souvent, a déjà eu lieu, et une autre se produit à l'intérieur du roman. Et elle dit, ce n'est pas du tout de l'anticipation rationnelle, c'est un point de vue moral qui s'exprime à ce moment-là. Ensuite, il y a un troisième type de discours et qui est plus récent, qui est intervenu à partir de la Renaissance, c'est l'utopie et son inverse, la dystopie, les deux ayant des points d'indécision, d'ambivalence et de retournement. Donc, dans l'utopie, on précise un état de la société jugé meilleur. Dans la dystopie, un état de la société, de la civilisation jugé pire. Et évidemment, ça a toujours aussi cet effet de rétroaction qu'on a analysé précisément sur Divination et sur la prophétie. Ça a aussi un effet de rétroactif. Donc, dans l'utopie, grâce à la caractérisation de l'utopie, on montre les défauts de la situation actuelle et on analyse aussi des tendances, celles qui nous rapprocheraient de cette utopie ou celles au contraire qui nous en éloigneraient. Il y a la symétrie, évidemment, avec la dystopie. Donc, Ursula Le Guin, qui est une autrice très connue pour avoir, dans un moment assez pessimiste des années 70 dans la science-fiction, était une des personnes qui, volontairement, a essayé de donner des utopies réalistes, des utopies ambiguës, Les Dépossédés, par exemple, qui est un très très beau livre. Oui. Enfin, un quatrième type de discours, cette fois-ci, le troisième était d'origine philosophique, le quatrième, c'est d'origine scientifique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un chercheur allemand a élaboré, théorisé quelque chose qui, d'une certaine manière, était une idée qui traînait depuis le 19e siècle dans l'air, mais disons que lui, il a revendiqué, il lui a donné un nom, il a parlé de futurologie. Il a dit, si nous prenons suffisamment de données sur l'évolution des sociétés, et notamment sur leur progrès scientifique et technique, il devrait être possible de faire des prédictions sur l'évolution de ce système, et donc de pouvoir anticiper les effets de ces évolutions du système. Bien. Là encore, c'est quelque chose qui a été digéré, récupéré, mis en abîme par les auteurs de science-fiction. L'une des formes de futurologie les plus célèbres étant la psychohistoire que Isaac Asimov a élaborée, aussi avec l'aide de son éditeur, avec Joseph Campbell, mais qu'il a mis en abîme dans un roman où il y a des gens qui prédisent que la civilisation va s'effondrer et qui savent qu'ils ne peuvent pas l'éviter, mais qui cherchent le moyen à ce qu'on en ressorte le plus rapidement possible de cette situation de catastrophe et de crise. Alors, bien évidemment, Asimov est aussi quelqu'un qui a réfléchi sur le fait qu'il y avait une difficulté, que si je vous fais une prédiction en disant c'est inévitable, mais eh bien, il pourrait y avoir des forces de rappel, des choses qui font que le système n'obéit plus, du coup, même parce que la prédiction a été faite. Hein. Ça a amené à une forme de réflexion qui est une forme de réflexion de philosophie, et cette fois-ci de philosophie politique, qui est la prospective. Donc ça, c'est l'invention de Gaston Berger après le Deuxième Mondial, dans les années 60, dans une époque où une certaine culture cybernétique s'est développée. Donc, c'est la prise en compte que nous faisons partie du système et que donc, on ne peut pas faire des prévisions comme, justement, si c'était un système isolé, des prévisions de type mécanique, voilà, de type physique, mais qu'on peut quand même construire des scénarios où précisément on inclut le fait que le scénario soit pris en compte pour voir qu'est-ce que les individus, qu'est-ce que les sociétés font pour aller dans une direction ou dans une autre. C'est toutes les techniques qui sont actuellement prises sur la prospective. Et un des auteurs de science-fiction, Robert Heinlein, avait un point de vue intéressant à ce sujet, qui était de dire
quand ça correspondrait à les pratiques qu'on appelle la prospective de rupture, c'est-à-dire, en fait, la science-fiction comme un moyen d'opérer des expériences de pensée. C'est-à-dire que finalement, la science-fiction s'intéresse moins à la découverte scientifique, technologique qui bouleverse les choses, que justement au fait qu'elle bouleverse les choses, c'est-à-dire aux conséquences. Heinlein étant aussi celui qui avait dit que ce n'est pas tant c'est pas Heinlein, c'est Frédéric Paul. Frédéric Paul, un auteur de science-fiction américain, qui a dit ce qui est intéressant dans la science-fiction, c'est pas d'inventer la voiture, mais d'imaginer des bouchons. Inventer la voiture, c'est un cheval mécanique, n'importe quel américain peut faire ça, c'est un peu d'imagination quand même. Mais si on est au XIXe siècle, il faut être un peu malin. Mais c'est pas ça le truc, c'est d'en déduire des conséquences. Il y en a tellement que ça fasse des bouchons, ou que cette machine, ce cheval mécanique, fonctionne au charbon, au pétrole, au gaz, et qu'à la fin, ces déjections, ça s'appelle du CO2, remplissent l'atmosphère, au point de la rendre la planète potentiellement inévitable. Donc c'est ça qui intéresse la science-fiction, puisque l'invention technique qui peut être fausse, ou mal adaptée, ou peu plausible, mais au moins la conséquence, la question posée reste. Et ça, c'est intéressant, la question posée reste, et la mise en scène, et essayer d'y répondre, des éléments. Ce qui nous amène à un des enjeux communs de ce discours sur le futur, que sont aussi bien les récits de science-fiction que actuellement tous les discours de promotion ou de dénonciation de l'innovation, c'est-à-dire leur caractère performatif. Et dans la science-fiction, on trouve bien un certain nombre des points qui permettent de mettre en place un discours performatif. Il y a, comme dans la divination, le fait qu'on va avoir une annonce d'un événement qui est très polarisant, donc qui va provoquer une motivation positive ou négative. Il y a le fait que, comme dans la prophétie, il va y avoir une dislocation par rapport, et donc une perte de repère pour nous, et une injonction à s'adapter à une situation nouvelle qui va s'imposer à nous. Il y a, comme dans l'utopie ou la dystopie, une critique qui est faite de la situation actuelle et des tendances actuelles et qui nous invite à se réorienter. Il y a, comme dans la futurologie, ensuite une mise en place de quelque chose qui est de l'ordre de la temporalité du projet. C'est puisque toutes ces choses vont avoir lieu, eh bien, comment faisons-nous maintenant pour les installer dans un temps échelonné sur lesquels nous avons quelques lumières? Et puis, enfin, il y a un discours qui est lié à la prospective, qui est celui de l'optatif. C'est-à-dire, l'optatif, c'est un genre de conjugaison grecque qui est à mi-chemin entre le conditionnel et l'impératif. Si je vous dis « fais bon voyage », l'impératif, ça ne veut pas dire que c'est possible de faire un bon voyage. Et si je vous dis il aurait pu faire un bon voyage si jamais il y avait… Bon, voilà. Dans ce cas-là, c'est une condition, mais ça ne dit rien sur mon souhait. Les Grecs avaient ce moyen de formuler les deux à la fois, que nous pouvons rendre par un usage assez solennel du subjonctif qu'on retrouve dans les prières, c'est « puisses-tu faire bon voyage ». L'optatif, c'est ce qui devient la forme d'un discours sur le futur quand il est pris, par exemple, dans la promotion d'innovation, qui présente telle ou telle technologie comme devant advenir et incarnant un futur, rejetant le reste d'ailleurs dans l'obsolescence, dans le passé. Et c'est aussi certains romans de science-fiction qui prennent cette forme de puisse quelque chose comparable à cette fiction advenir. Donc ça, c'est une des choses qui peuvent être soulignées. La question étant, est-ce que par hasard, la science-fiction a déjà joué ce rôle-là par rapport à la recherche scientifique? Alors, en fait, en pratique, la science-fiction a souvent pioché plutôt dans la science pour inventer ces machines, pour inventer ces objets techniques, pour inventer mettre en scène ces intrigues, mais elle a parfois fait des mises en scène si spectaculaires. En fait, on a l'impression que ça doit être de la science-fiction, et pas de la science. Alors, un des exemples, malgré tout, alors là, qui vient de la science, mais d'un auteur de science-fiction, qui est l'arrière-plan, c'est les satellites géostationnaires. L'idée est d'utiliser l'orbite géostationnaire pour mettre 3 satellites à 120 degrés, éventuellement plus, mais au moins 3 satellites à 120 degrés, et couvrir en permanence la surface de la Terre, vient d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Arthur Clarke, encore lui, celui qui a fait le scénario, qui a écrit la nouvelle La Sentinelle, qui a donné le scénario de 2007 l'espace, et tout un tas d'autres œuvres majeures de la science-fiction. Et Arthur Clarke, en 1945, dans un article de cette revue Wireless World, a proposé d'utiliser l'orbite géostationnaire. Il a travaillé, il était opérateur de radar dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a eu l'idée, connaisseur des avancées de la technique, et déjà ayant eu en tête l'idée qu'on pouvait peut-être aller dans l'espace parce qu'on savait le calculer depuis Tsiolkovsky en 1990, et parce qu'on savait presque le faire avec les V2 allemands, qui ont été les premiers objets à aller suborbitaux d'abord, les premières fusées suborbitales, enfin d'abord des longues, mais ensuite qui ont été utilisées pour faire de la science.
les premiers éléments de haute atmosphère, les premiers spectres ultraviolets du Soleil, les premières mesures de la haute atmosphère en termes de rayonnement ultraviolet, etc., ça a été fait avec des V2 que les Allemands ont récupérés, que les Américains ont récupérés chez les Allemands. Et donc, il s'est dit, pourquoi pas mettre un satellite en orbite géostationnaire pour faire des télécommunications. Et finalement, ça s'est fait. Mais lui, il l'a fait pas dans un cadre de science-fiction, mais c'était quelqu'un qui avait ce goût et ce talent pour la science-fiction. Alors, d'autres œuvres, d'autres éléments techniques qu'on va aborder rapidement à propos de que la science-fiction a mis en scène de manière magistrale et qui viennent pourtant de la science, notamment cet objet non encore construit qui ne sera peut-être jamais, mais on peut penser, encore une fois, il n'est pas impossible pour le regard de la physique, c'est l'ascenseur spatial, l'idée qu'on pourrait tirer un câble depuis l'orbite géostationnaire vers le bas et vers le haut, si je veux dire simultanément, c'est toujours en équilibre sous le double effet du poids et de la force centrifuge, et que ce câble pourrait l'entrer au sol, sur Terre, et avoir un câble de 144 000 km de long, si on ne fait rien de spécialement plus malin, de sorte qu'il soit vraiment à l'équilibre et que l'on puisse monter le long du câble et aller en orbite, littéralement, en montant le long du câble, lentement, montrer à quelques centaines de kilomètres par heure. Une fois qu'on est à l'altitude que l'on veut pour être en orbite, il n'y a qu'à se pousser horizontalement avec la petite vitesse orbitale, et c'est parti pour un tour. Ça a été mis en scène, ça a été d'abord inventé par un ingénieur russe, en 1960, et c'est passé complètement sous les radars, sauf de Arthur Clarke, qui a vu et qui en a fait une nouvelle, un roman même qui s'appelle Les Fontaines du Paradis, et à la même année, Charles Sheffield, tout à fait indépendamment, c'est un auteur britannique, deux britanniques, qui sont tous les deux des tenants de la science-fiction, on l'a mis en scène dans un roman. Et puis c'est comme ça que, par ces romans, un ingénieur américain, Jerome Pearson, a réalisé que ce truc existait, et il a dit c'est vachement intéressant, je vais me plonger là-dedans. Et donc ça a revivifié quelque chose qui existait déjà, mais qui était côté de l'autre côté du rideau de fer, qui aurait pu passer sous les radars, et qui est passé du côté américain, et ils se sont intéressés à la question, et pas que d'ailleurs. Pour l'instant, le matériau nécessaire pour construire cet ascenseur a longtemps été indisponible. Maintenant, il est disponible, mais en toute petite quantité, très courte, pas 144 000 km de long, ça s'appelle les nanotubes de carbone. Donc, on ne sait pas en faire des grandes longueurs, on ne sait pas les faire sans défaut sur 144 000 km, on sait faire 10 cm et avec quelques défauts. Bref, on pourrait détailler, mais enfin, pendant longtemps, il y avait juste l'impossibilité pratique, parce qu'il n'y avait même pas le matériau existant, même à titre d'hypothèse. Autre situation, c'est les cylindres de O'Neill, 1974. Gérard O'Neill, c'est un physicien, travaille à Princeton. Il est pendant la guerre du Vietnam. Ces étudiants sont un peu démotivés par les sciences et un peu militants. Donc, il dit on va essayer de démotiver par les sciences, profitant aussi de l'impact du programme Apollo. On va essayer de poser la question aux étudiants est-ce que vous pensez qu'il est indispensable d'être sur une planète pour développer une civilisation technique? Et le résultat de 2 ans de travaux avec les étudiants, c'est que, bon, c'est pas indispensable, on peut imaginer des grandes stations orbitales, là c'est un cylindre vu par le côté, l'échelle à côté avec les nuages donne toute une idée que ce sont des grands cylindres, je vais zoomer un peu le tableau qui est là-haut, le cylindre de base fait 1 km de long et 100 mètres de rayon, mais le 4e modèle fait 32 km de long et 3200 mètres de rayon, donc c'est des gros cylindres. Ce n'est pas la station spatiale internationale qui fait 120 mètres cubes et 450 tonnes. Là, c'est des gros cousins dans lesquels on peut peut-être avoir au moins 100 000 habitants et peut-être 1 million d'habitants en orbite. Alors, en orbite dans un point spécial, il a tout à fait étudié la question au point de Lagrange L4 et L5 du système Terre-Lune. Ça a été proposé dans cet article et il a intitulé cet article Colonization of Space avec des dates, des dates de meilleure estimation. Et pour le modèle 4, c'est au mieux en 2008, on s'écrit en 1974. Et moi, quand on voit ça maintenant, on rigole. Mais disons que voilà, il y avait ce rêve d'ingénieur-là qui était très concret. Il y a beaucoup de détails techniques qui sont dans l'article. Bon, plein de choses manquent certainement, mais il y a énormément de choses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui nous est dit là-dedans. Le titre de l'article, c'est The Collision of Space. Et en gros, en faisant le boulot sérieusement, dans les 20 prochaines années, ça c'est un peu optimiste, on pourrait, grâce à ça, résoudre des problèmes de la Terre. Donc là, on est en 74, ça se produit, c'est 72, c'est le premier rapport du Club d'Europe. 69, il y a eu le Paul Ehrlich qui a appelé la bombe P, la bombe population, en disant qu'elle était foutue, que tout le monde allait mourir parce qu'il n'y avait pas assez d'agriculture pour tous les humains qui naissaient. On était dans une phase de transition démographique de tous les pays qu'on appelait à l'époque tiers-monde, et il y avait une explosion littéralement de la population humaine. Donc, pour résoudre les problèmes de l'humanité, ce n'est pas de problème, il y a un plan B, la Terre n'est pas suffisante, on va aller dans l'espace. Ça fait fi de beaucoup de choses. Mais il y avait clairement dans cette idée-là, dans ce rêve d'ingénieur, l'idée de résoudre des problèmes. Et ce cylindre, voilà, cette structure-là, il y en a une autre, Stanford aussi a répondu, et ils ont fait un truc qui s'appelle les Thor de Stanford, donc plutôt comme une sorte de bicyclette en rotation,
Si vous avez vu le film Elysium, c'est exactement un tour de Stanford qui est mis en scène dedans. Voilà comment c'est l'intérieur. C'est assez beau, il y a 6/6, c'est-à-dire 3 des 6e qui sont couverts de végétation de plantes, et puis les autres sont ouverts pour laisser passer la lumière du soleil. Bon, c'est assez joli à l'extérieur. C'est la Terre telle qu'on la rêverait si le capitalisme n'avait pas piétiné glorieusement les infrastructures terrestres. Mais on essaie de reproduire le truc qu'on aimerait avoir dans l'espace et qu'on ne sait plus faire sur Terre, parce qu'on est en train de tout casser. Ils avaient déjà proposé ça à l'époque. Et on essaie de le refaire dans l'espace. Évidemment, ça vous concerne pas vous, probablement, peut-être pas les moyens. Donc il faut rester sur place. D'ailleurs, ça concerne qui pense de ça, qui propose ça, qui vend ça, en le nommant explicitement, c'est Jeff Bezos qui dit qu'il faudrait qu'un jour on arrive à construire les C1 de Léonine. Alors il a 2 qualités de ce point de vue-là. Jeff Bezos, 1, il a du pognon, 2, il a eu du pognon, il l'a pris sur quelqu'un, et 2, ça a été un étudiant de Gérard O'Neill. Pas à l'époque où il a fait l'histoire de O'Neill, mais un étudiant de Gérard O'Neill jusqu'à ce qu'il était encore en fonction, je veux dire, à l'université. Donc, Jeff Bezos, il a été tout de suite impliqué dans ces questions-là. Il faut être très très bien poser des questions, il faut que c'est génial, et lui, c'est un mode d'emploi. Pour lui, ce n'est pas un rêve d'ingénieur ou quelque chose qui serait possible, c'est un mode d'emploi. Et d'ailleurs, ces gens-là, Vincent va y revenir, Jeff Bezos, ça peut être Elon Musk et d'autres, ils voient beaucoup de choses de la science-fiction, y compris dans la partie la plus, qui pour nous nous apparaît dystopique, notamment cette mouvance qu'on appelle cyberpunk. Nous, on pourrait croire que c'est une dystopie, et naïvement, que c'est une dystopie, qu'il faut absolument éviter ça parce que c'est un monde horrible. Et bien, eux, je pense que c'est un mode d'emploi. Donc il y a un problème. Et comme ils ont les moyens, c'est peut-être ce qui est en train de nous arriver. Donc du coup, cette science-fiction-là, elle peut à la fois exalter, parce qu'en fait, finalement, O'Neill, quand il a fait ça, c'était pour redonner du goût aux sciences, si j'ose dire, à ses étudiants, pour les remotiver à travailler sur des grands projets qui soient vraiment exaltants et profitant du succès des missions Apollo. Mais cette science-fiction-là, qui peut exalter, qui est le fameux sense of wonder américain, l'idée que waouh, regarde ces trucs, c'est vraiment incroyable, on a envie de faire comme ça, et il y a pas mal de scientifiques, notamment aux États-Unis, aussi en France, mais ils le disent moins volontiers, ils l'expriment moins volontiers, qui sont sans doute venus aux sciences ou qui ont affermi leur goût pour les sciences grâce à la science-fiction, à ça des manifestations qu'on fait plus en scène, soit dans les œuvres littéraires, soit au cinéma. Donc cette science-fiction qui peut être un effet waouh, ouais, c'est génial, mais du coup cet effet waouh, il peut être récupéré par les mêmes et ça peut aussi faire obstacle et ne pas aller dans le sens ou pas faire la promotion des choses qu'on aimerait qui se passent. Merci. Le fait que vous aurez remarqué que dans les discours sur l'innovation a une connotation non seulement a priori, mais absolument positive. Donc, il faut innover. On ne pose pas la question de savoir si on ferait mieux de s'abstenir ou pas. Non, il faut innover, c'est indispensable et c'est la seule façon de surmonter les défis qui se présentent à nous. Et donc, la question est à la limite de la resémantisation du terme innover et qu'on pourrait avoir, disons, d'autres objectifs d'innovation qui ressembleraient moins à la course en avant, on va dire, du système tel qu'on le connaît, ou des présentations de technologies futuristes. Nous n'avons absolument aucune certitude et même de grandes réserves sur le fait que ce sont les technologies futuristes qui présenteraient un avenir durable pour l'humanité. Donc, du coup, la SF, par le fait même qu'elle s'est présentée comme une promotion, on va dire, justement, de technologies futuristes, elle peut faire obstacle à on va dire, un projet raisonné vis-à-vis de la stratégie d'innovation. Donc, il y a ici une loi qui a été donnée par Arthur C. Clarke, qui était quand un savant distingué mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a probablement tort. Et c'est quelque chose qui veut dire que, d'une certaine manière, on va toujours partir avec un a priori, en tout cas dans l'optique de la science-fiction, un a priori favorable pour le changement. D'accord ? Et donc, pour une sous-estimation des barrières et des limites. Toutefois, en fait, suivant les futurs que vous présentez la science-fiction, on peut obtenir des résultats tout à fait opposé à celui d'une transformation sociale, par exemple, ou de quelque chose que vous souhaiteriez, vous, voir s'incarner dans l'innovation. Donc, il y a deux fonctions qui peuvent intervenir dans la science-fiction, c'est qu'elle peut
vous démotiver. Vous pouvez vous retrouver avec des romans de science-fiction qui vous parlent de l'an 30 000, et figurez-vous que dans l'an 30 000, le capitalisme est toujours au pouvoir et les femmes obéissent toujours aux hommes. C'est des choses qui peuvent être parfaitement en place. Et donc la démotivation ou même le blocage, c'est-à-dire le contraire de la dislocation, qui veut dire ah non, en fait ça c'est une loi de nature et elle est prolongée, quel que soit, vous pouvez mettre voilà, dans le futur, c'est un des éléments qui appartiennent aussi. Il n'y a aucune fatalité à ce que les auteurs de science-fiction vous présentent des choses éclairées et lucides et pertinentes par rapport à votre situation présente. Donc, le deuxième élément à prendre en compte, c'est alors ce qu'on vous avait cité au début, ce que j'avais cité au début, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Clarke. Ça, c'est la première. Donc, on peut venir sur la troisième loi de Clarke. C'est passé. Tu peux regarder ça? Ah oui, tu as dû appuyer sur. Ah oui, tu as dû appuyer sur on. Le on qui clignote. Non, mais ça clignotait. Non, ça clignotait pas. Ah bon? Ah voilà, c'est bon. Ok. J'ai dû toucher. Oui, tu as dû toucher avec tout. Ok. D'accord. Et puis, désolé. Et la troisième loi stipule que toute technologie suffisamment avancée est un acte de la magie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut interpréter de plein de façons différentes, mais là, je vais proposer une interprétation, c'est dans nos rapports à la technologie, nous avons rarement un rapport éclairé, justement, rationnel. Nous aimons utiliser les technologies comme si elles étaient des objets magiques, c'est-à-dire sans faire l'effort de comprendre comment elles fonctionnent. Et donc ça, c'est autre chose. La science-fiction peut vous présenter des choses qui relèvent de la technologie, mais ça peut être très loin de la hard science ou de quelque chose qui est d'ailleurs, ça peut se rapprocher, bien évidemment, du space opéra et du sabre laser ou de substitut, ce qu'on appelle aussi le technobabbling, c'est-à-dire un langage pseudo-technologique, mais en fait qui habille des conceptions tout à fait irrationnelles du fonctionnement des choses. Et dans ce cas-là, ça présente une série d'autres défauts par rapport à ce qu'on a essayé d'envisager là comme prise en compte on dirait raisonnable des contraintes énergétiques, c'est que la science-fiction est aussi là pour vous distraire. Et du coup, elle peut vous distraire des vrais enjeux qui se posent à votre présent. La même chose, c'est qu'elle peut vous emmener sur des pistes, elle peut vous exciter sur des pistes qui sont d'ordre à vous fourvoyer, comme par exemple de croire que les enjeux de la destruction de la biodiversité ou de la surpopulation pourraient être surmontés par des cylindres d'O'Neill. Ce n'est pas possible. Raisonnable de croire que c'est une option qui peut être explorée. Ça peut avoir d'autres gens qui peuvent vouloir l'explorer pour d'autres motifs, mais pour celui-ci, pour le bien de l'humanité, ça n'est pas possible. Et enfin, on va rentrer dans le domaine bien connu du même pas faux, c'est-à-dire qu'elle peut vous faire soulever constamment les mêmes enjeux sur des choses où on ne peut pas parler, parce que ce n'est même pas faux, donc on ne peut pas nous montrer scientifiquement qu'il y a quelque chose dessous, c'est juste des éléments de langage qui vous présentent un visage du futur sur lequel on ne peut pas se prononcer en raison. Alors, on s'en voudrait de rester quand même à cette vision, c'est une mise en garde préalable, mais en fait, quand je fais cours aux étudiants qui se professionnalisent dans la recherche de l'innovation, j'utilise aussi les caractères positifs. Donc, il y a toute une rubrique de choses qu'on appelle les méthodologies de la conception innovante et qui sont faites pour aider les gens à avoir des raisonnements créatifs de différentes sortes. Et la science-fiction a des caractéristiques qui permettent de représenter d'un point de vue imaginaire, c'est-à-dire les opérations qu'on réclame dans ces cas-là de nos étudiants. L'une des premières, c'est ce qu'on appelle la défixation. Donc, c'est quand on bloque dans la résolution d'un problème, c'est parfois, surtout quand on a passé beaucoup de temps et qu'on est bloqué, que la formulation du problème dans ces hypothèses mêmes rend le problème insoluble. Et qu'il faut donc opérer une défixation, c'est-à-dire sortir de la formulation du problème tel qu'on le connaît pour pouvoir obtenir d'autres informations qui nous permettent ensuite de le voir sous une autre perspective et d'aller le résoudre. Des choses assez connues que, analogiquement, si vous avez un raisonnement scientifique créatif, vous avez rencontré de vous-même. La deuxième chose, c'est les opérations de critique et de projection sont là aussi pour réussir à formuler quelque chose qui soit de l'ordre d'une réalité virtuelle sur laquelle on ne se prononce pas encore, est-il possible qu'elle se réalise ou pas, mais en tout cas qui soit désirable. C'est de se mettre dans un projet éventuellement collectif de délibération pour formuler une vision commune. Et de ce côté, la science-fiction a bien aussi des opérations imaginaires qui permettent de le faire. Enfin, dans le fait qu'elle peut articuler justement ces visions de construction d'un temps et d'un temps échelonné, voilà, et
une forme de réflexivité qui sont sur non seulement de réaliser son projet, mais de prendre les conséquences possibles et les rétroactions de cette conséquence. Donc, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre d'un raisonnement de type de choix stratégique. Et de choix stratégique sur des données que nous avons souvent du mal à manipuler parce que, en fait, qu'est-ce qui est en jeu dans le meilleur des cas quand nous faisons un raisonnement d'innovation, de conception innovante ou un très très bon roman de science-fiction, de hard science, nous manipulons des choses qui sont indécidables. C'est-à-dire, nous avons fait un pas au-delà du possible sur la base de connaissances actuelles. Nous ne pouvons pas démontrer que c'est possible, mais on a eu l'intelligence de choisir quelque chose qui, sur la base de connaissances dont nous disposons, on ne peut pas démontrer non plus que c'est impossible. Nous manipulons ce genre d'énoncé indécidable quand nous sommes dans une recherche de travail avec des hypothèses très fortes ou quand nous voulons engager une innovation de rupture et que par conséquent, on fait le pari qu'au cours du processus de recherche, le concept va s'affiner et notre base de connaissances va progresser jusqu'au moment où on va pouvoir le décider. Peut-être tomber dans un échec, une impasse, mais peut-être aussi réussir à une conjonction et à réussir à créer quelque chose de nouveau qui n'était pas encore possible au moment où on s'est... En gros, c'est ce que nous faisons à chaque fois quand nous sommes dans un projet de recherche et à chaque fois nous mentons puisque nous prétendons aux gens à qui nous réclamons l'argent que nous savons bien sûr faire, qu'il n'y a aucun problème et qu'on sait comment on va y arriver. Bien évidemment, si on est un scientifique, c'est qu'on essaye de faire ce qu'on ne sait pas encore faire. Donc, on ment une première fois, et puis à la fin du projet, on ment une deuxième fois en disant « ça s'est passé exactement comme je l'ai prévu, c'est un processus linéaire et on a obtenu ce qu'on voulait ». Bien évidemment, ce n'est pas vrai non plus. Si on avait obtenu exactement ce qu'on voulait, on serait resté sur le concept de départ. Or, ce concept était indécidable et mal foutu. On est arrivé à autre chose, mais c'est très intéressant. Mais la présentation honnête de ces processus de recherche n'a jamais lieu tout simplement parce qu'on est obligé de rassurer les gens. Si on leur disait que je veux faire quelque chose que je ne sais pas faire, évidemment qu'ils ne nous donnent pas d'argent. Donc, ça ne marche pas comme ça. Alors que dans la science-fiction, on peut. C'est donc ça un des intérêts. Oui, alors ça, c'est la philosophie générale de la conclusion, et on termine tout de suite. C'est une phrase de Denis Gabor, qui est un prix Nobel de physique, qui a inventé l'holographie et écrit un joli petit livre sur l'innovation. Et dans ce livre, il y a une phrase qui, bizarrement, on lui prête une phrase qu'il n'a pas dite et on ne cite jamais la phrase qu'il a dite. Donc la phrase qu'on lui prête, on appelle ça parfois la loi de Gabor, c'est tout ce qui est techniquement possible sera réalisé un jour. C'est très fataliste et ça ne correspond absolument pas à la vie de Gabor. La vie de Gabor, c'est le suivant, c'est l'avenir ne peut pas être prédit, mais on peut inventer des futurs. Donc ça, c'est une vision tout à fait différente. C'est il faut, quand on réfléchit à l'innovation et en général à la philosophie de la technologie, éviter de faire de la technologie un destin et éviter de penser que ça définit un avenir déjà écrit. Les technologies sont évidemment porteuses de futurs et ces futurs, en règle générale, sont divergents. Donc, s'il y a quelque chose dans le fonctionnement actuel du système qui est réellement insupportable, il faut réellement aussi faire des inventions pour faire bifurquer le système. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des moments des choses qu'il faille arrêter, d'abord parce qu'il faut arrêter certaines choses pour qu'il y ait la place pour que des inventions apparaissent, mais en tout cas, il n'y a pas ni fatalisme, ni, on va dire, technophobie à appliquer dans cette optique-là quand on réfléchit sur ce que sert à penser la science-fiction ou ce qu'on peut avoir comme rapport, on va dire, critique vis-à-vis du discours d'innovation. En règle générale, je dirais que si j'ai présenté ici ce qu'ils ont en commun, le discours de la science-fiction et le discours sur l'innovation, en fait, la science-fiction est un très bon antidote à ce qu'on peut définir assez rapidement comme étant le bullshit de l'innovation. Voilà. Donc, cette prétention largement commerciale à la performativité et d'annoncer qu'une technologie incarne l'avenir pour l'imposer. La science-fiction a ce grand mérite que, précisément parce qu'elle se forme, elle se présente et elle s'élabore comme un discours de fiction, elle ne prétend pas à la disposition de cette base de connaissances qui est inexistante et qui est la seule qui permettrait de donner un jugement sur précisément est-ce que cette technologie est une technologie d'avenir ou pas. Et ça, en fait, non seulement l'avenir nous le dit à chaque fois, mais il est bon, en fait, d'avoir une représentation fictionnelle pour nous aider à ne pas adhérer ou ne pas être dupe des discours qui se présentent comme des discours de transcendance technique par rapport, on va dire, à l'horizon des efforts de recherche, de réflexion, de délibération que peut avoir une société à un moment donné.
Et ça date pas d'hier, donc cette idée que la fiction est finalement plus honnête que beaucoup des discours qui ont rapport au futur, puisque sur quand la science-fiction aime bien s'annexer des précurseurs, et l'un des plus anciens précurseurs, en tout cas, c'est celui qui a raconté le premier voyage sur la Lune, et c'est Lucien de Samosate, à mon sens, l'homme de l'Antiquité le plus sympathique. Et Lucien de Samosate, dans Histoire véritable, discours où il va raconter de façon tout à fait invraisemblable le premier voyage sur la Lune, vous écrit car n'y aurait-il dans mon livre pour toute vérité que l'aveu de mon mensonge? Il me semble que j'ai prêt aux reproches adressés par moi aux autres narrateurs, en convenant que je ne dis pas un seul mot de vrai. Je vais donc raconter des faits que je n'ai pas vus, des aventures qui ne me sont pas arrivées et que je ne tiens de personne. J'ajoute des choses qui n'existent nullement et qui ne peuvent pas être. Il faut donc que les lecteurs ne croient absolument rien. Et c'est sur l'ironie de Lucien que nous finissons cette conférence. Y a-t-il des questions ou des remarques dans la salle? Ça fonctionne. C'est super intéressant. Si on repart avec les histoires de psychohistoire, en fait, on sait pas trop ce que vous vous basez beaucoup sur la science-fiction avec le technique, quoi. Et il y a toute cette science-fiction justement qui est très sociologique, qui cherche à pousser. En fait, on ne sait pas trop à quel point elle n'absorbe pas quelque chose qui est déjà en train de se passer. C'est-à-dire quand Asimov il écrit ses bouquins, il est en train d'absorber un mouvement qui est dans l'air. Des rapprochements entre des chercheurs matheux avec des sociologues, tous ces efforts de la Rand Corporation dans les années 50. Et en fait, il est en train d'absorber ce truc qui est la modélisation de l'humain. Et c'est parce que c'est ce qu'il cherche à faire à ce moment-là. Et du coup, il fait un peu l'embouteillage de mon point de vue. Et du coup, on se demande à quel point il invente réellement le monde, ou est-ce qu'il ne cherche pas simplement à pousser dans ses retranchements quelque chose qui est déjà en train de se passer à ce moment-là. Et il fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il fait ça avec Fondation, mais avec les robots, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on sent dans les années 50 que les robots, ça va arriver, et il cherche à pousser le problème du robot jusqu'au bout, quoi. À se dire sociologiquement, qu'est-ce que ça veut dire le robot? Et du coup, c'est, en fait, il est vraiment complètement pour moi dans l'embouteillage. Il est en train d'écrire quelque chose qui est déjà en train de se faire. Bon, alors il le pousse à son paroxysme, hein, parce qu'évidemment, la psychohistoire, c'est les économistes ou les sociologues qui font de la modélisation de l'humain, c'est des rigolos à côté de la psychohistoire. Mais il fait comme si on y arrivait, et il pousse ça pour essayer de comprendre jusqu'à où ça va. C'est exactement ce que fait souvent, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent la science-fiction. Pour la psychohistoire, il s'inspire aussi des données statistiques et du fait qu'on peut décrire les propriétés macroscopiques d'un gaz sans comprendre ses propriétés microscopiques, ou du moins par des statistiques sur ses propriétés microscopiques. Et il applique ça au gaz humain. De la même façon, il y a 5000 milliards d'humains qui peuplent son univers. Donc il dit avec ça, c'est bon, on en a pas mal pour essayer d'avoir des bonnes tendances. Et là, ce que fait souvent la science-fiction, et qui moi m'intéresse le plus, je trouve, c'est de prendre des éléments de technique, de science et de technique, et pour les mettre en scène et en tirer les conséquences, mais pas des conséquences techniques, bien sûr, des conséquences humaines, sociales, politiques, que ce soit sur des humains ou des extraterrestres qui sont des miroirs des humains, de toute façon. Et donc, c'est exactement ce que disait Robert Heinlein dans une conférence en 1950 quelque chose, 52, 53. Il disait exactement ça, c'est que la science-fiction, c'est un genre littéraire qui permet de faire des expériences de pensée qui seraient trop dangereuses à faire en réalité et qui permet d'envisager les conséquences humaines du progrès scientifique et technique. Et donc, et Asimov dit, avec d'autres robots, dit à peu près la même chose. Et donc, c'est vraiment là où elle est intéressante, la science-fiction, cette mise en scène. Alors, ces objets techniques qui mettent en scène sont parfois faux, ou mal habillés, ou mal formés, mais parfois ils fonctionnent un petit peu quand même, c'est pas que n'importe quoi, mais c'est pas vraiment l'important, parce que c'est ça qui est important, c'est la déduction de l'embouteillage. Et c'est exactement, bien sûr, c'est exactement ce que fait, enfin, pas tout le temps, le Space Opera, Star Wars, bon, on peut discuter, mais c'est là la science-fiction la plus intéressante,
c'est ça qu'elle fait. C'est exactement cette mise en scène, cette création de répertoire de possibles et de simuler un monde. C'est un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Vincent, c'est de permettre de simuler un monde. Je pose le monde. On ne cherche pas tellement à savoir je suis ici et maintenant, et puis le monde du futur, il sera quoi en partant avec comme la prospective. Non, ils posent le monde a priori, ils le font tourner. Et notre présent, il change d'un statut complètement différent. C'est, dans ce cadre-là, c'est le passé, on est littéralement nous, le passé de ce monde qui est en train de se jouer et qui est simulé, tourné par la manivelle de l'auteur, qui peut être plus ou moins bien faite, évidemment, le scénario, l'intrigue, l'histoire peut être plus ou moins bien faite, et qui va tourner un monde. Donc c'est là où elle est vraiment intéressante, c'est tous ces aspects politiques, sociaux, etc. C'est là où la science-fiction, enfin, c'est celle qui m'intéresse le plus, de loin, devant la hard science, qui peut être intéressante, mais est souvent un peu sèche, enfin, à mon sens, un peu sèche. Et pour abonder dans votre sens aussi, il est absolument certain que la science-fiction nous laisse des archives, des futurs d'une certaine époque. En fait, elle nous dit beaucoup plus sur cette époque et sur ses angoisses et ses expériences du passé que sur l'avenir qui suit. Ce sont des anticipations qui sont toujours datées. Et donc, oui, probablement, la contemporation peut donner aussi toute la culture cybernétique, voilà, qui est, puisque voilà, Asimov est plutôt dans l'autre camp, plutôt dans le progressiste. Mais oui, ça dit quelque chose de cette façon dont on peut préfigurer un avenir à cette époque. Frédéric Jameson, un théoricien qui est dans la littérature, qui est un des grands théoriciens de la science-fiction, il a proposé de la science-fiction comme une archéologie du futur. En gros, on pourrait dire les choses de façon en simplifiant un peu, parce qu'il a écrit des bouquins qui ont des recueillis, ils sont un peu denses à l'itération. Il faut s'accrocher un peu pour lire Jameson. Mais en gros, pour simplifier l'idée, c'est je vous donne toute la science-fiction d'un moment, décrivez-moi le monde qui a créé ces œuvres. Un peu comme l'archéologie technique, voici des objets, des artefacts que je trouve au sous-sol. Est-ce que je peux essayer de parler des civilisations et des humains qui ont produit ces artefacts? Comment vivaient-ils et quel était leurs espoirs, leur vie, leur rêve? Ben, la même chose avec la science-fiction, parce qu'elle s'ancre à chaque fois dans le réel du présent, du moment où elle a été écrite. Et on est passé, c'est vrai, d'une glorification de la science, on va dire, ou de la technique, de l'émerveillement par la technique, pouvoir du contrôle que donnait la technique sur les éléments et la nature en général, à un désenchantement partiel avec les premières œuvres d'éco-fiction de 1970-80, et puis ensuite l'émergence du cyberpunk, où là c'est l'alliance du capitalisme débridé, de la très haute technologie qui aboutit à ce qu'on constate maintenant, enfin, l'émancipation de la société, l'utilisation de l'humanité comme une ressource, et pas comme des humains, l'humanité est une ressource, etc. Donc, et puis après, passage avec la biologie, on a commencé à être vraiment plus avancé techniquement en biologie, il y a eu tout un tas de choses sur le génie génétique, les transformations génétiques, les mutants, etc. Tout ce qui se passe. Les mutants, il y avait à l'époque des radiations nucléaires, enfin, des armes nucléaires, et tout ce que ça pouvait engendrer. Mais voilà, donc la science-fiction, chaque fois, elle prend comme ce qu'il y a dans son temps pour en tirer les conséquences. Et même dans Jules Verne, il y a ça. C'est vrai que dans Jules Verne, par exemple, on s'extasie un peu moins à bon titre quand même de sa force intellectuelle de mettre en scène des éléments techniques. Par exemple, si on prend le Nautilus, qui est un sous-marin vraiment extraordinaire pour l'époque, qui est vraiment juste un sous-marin académique, je veux dire, il fait un effort qui n'est pas négligeable du point de vue intellectuel, comme inventer la voiture, puisqu'il met un sous-marin qui à l'époque, c'est quand même pas terrible, les sous-marins de l'époque, c'est des trucs à pédales qui coûtent 20 cm d'eau en gros, et le moteur électrique existe vraiment, Zenograph a commencé à travailler là-dessus, mais voilà, ces trucs sont en divergence, donc il en fait quelque chose, mais on oublie souvent qu'il en tire une conséquence qui est vraiment intéressante, c'est que Nemo, avec son unique sous-marin, avec son Nautilus, il devient littéralement le maître des mers, il peut couler impunément les navires anglais, qui sont censément être les maîtres des mers, mais non, c'est lui le maître des mers, parce qu'il peut les couler impunément, ce qui plaît les Anglais, les mots indiens, les Anglais, ça l'énerve, il les coule, il est le maître des mers avec un unique navire, donc il en tire une conséquence géopolitique, géostratégique majeure. Les sous-marins, c'est un ami sur les océans, devant les navires de surface, fût-ce la puissante flotte anglaise du XIXe siècle. Et donc, c'est toujours cette conséquence-là qui est intéressante, je pense, dans la science-fiction, même si l'objet technique, alors dans le cas de Jules Verne, bon, respect, c'est quand même pas mal vu, puis des fois, c'est plus mal, les villes volantes d'Europe orientale, ça passe moins bien, c'est moins malin, de ce point de vue-là, des fois, c'est moins éduqué techniquement, c'est pas grave, il y a des conséquences intéressantes en entier. Qu'est-ce que la science-fiction rate? À mon sens, ça rejoint en fait la question antérieure. C'est-à-dire, il y a actuellement une domination du genre post-apocalyptique et une surenchère dans l'esthétique dark, dans les œuvres de science-fiction, qui démontre une exploitation
forcener des angoisses et des représentations qui sont historiquement datées, et l'effort, on va dire, de réflexivité auquel a procédé à son époque Ursula Le Guin quand elle a dit « Oh, ça fait trop de choses, je vais faire une utopie pour contrecarrer tout ce courant dystopique qui est en train, alors qu'elle incarnait pareillement le devoir d'une prise de conscience écologique, elle a dit « Oh, il faut que je fasse maintenant une utopie », est devenu rarissime. Je crois qu'on m'a cité un volume, je vous dis, mais on m'a dit dans la promotion au XXIe siècle, il y a une bonne œuvre utopique, mais sinon, on est enfermé actuellement, la science-fiction, et rarement une littérature qui procure, disons, une évasion avec une ligne de fuite qui nous laisse imaginer la construction d'un monde meilleur. Actuellement, c'est ça qu'elle rate. Et je pense qu'à chaque époque, elle a pu rater des choses parce qu'elle restait enfermée dans le terreau idéologique de son temps. Et il y a des exceptions, des grandes exceptions à chaque fois. Il peut y avoir des œuvres extrêmement représentatives de ça, mais j'aurais tendance du coup aussi à les détecter les gens qui ont su être contre-tendanciels à leur époque. C'était intéressant d'être dark dans les années 80. Maintenant, moins. Alors, il y a aussi quand même des auteurs et des autrices qui sont préoccupés de problèmes de leur temps. C'est pas des problèmes de genre, des problèmes raciaux, ou d'autres thématiques évidemment, et qui mettent ça en scène dans leurs œuvres. Des fois, de façon très pessimiste, mais aussi de façon optimiste. Alors, il y a eu au moins je vais en citer deux, parce qu'elles sont récentes, et à mon avis, elles valent le coup, parce que c'est une tentative qui est intéressante. Il y en a une dont je suis à l'origine, d'une façon, mais l'autre non. C'est des recueils de textes où sont demandés aux auteurs de science-fiction professionnels, c'est des commandes à chaque fois, ce ne sont pas des appels à écrire des textes auprès d'un grand public qui peut être tout à fait habile à écrire des textes. Et là, c'est vraiment demandé à des professionnels de conseil de science-fiction, c'est-à-dire ceux qui publient dans les éditeurs de science-fiction. C'est comme qui sont des scientifiques, c'est ceux qui ont les revues scientifiques, un comité de lecture. Bon. Et bien là, de faire des œuvres, par exemple climatiques, dans un recueil qui s'appelle Nos Futurs, on avait fait 10 chapitres, en 10 objectifs de développement durable de l'ONU, 17 objectifs de développement durable. Et parmi ces 10-là, une explication par les scientifiques experts du domaine, vulgarisée, et un chapitre, enfin, une nouvelle de science-fiction qui met en scène une situation, la seule contrainte qu'on a demandé, en plus de la taille, c'est pas trop long quand même, que ça soit non dystopique. C'est ce qu'on veut, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, c'est pas une dystopie. Il faut, pour montrer un peu ce que ça pourrait être un monde dans lequel on vit avec un budget carbone individuel. Il y a des choses à propos de la taxation carbone, du budget carbone individuel. Donc, de montrer un peu ce que ça serait, de mettre en scène. L'avantage de la science-fiction, c'est que tout est mis en scène à un niveau humain. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas, du coup, d'utiliser pour ses vertus pédagogiques. Là, ça aussi, c'est une volonté pédagogique de montrer ce que pourrait être le monde si telle et telle chose et telle mesure ou telle situation se produisait. Eh bien, ça permet de mettre à niveau humain, parce qu'il y a des personnages, et qui évoluent dans la macrostructure, parce qu'ils sont dans un monde tel qu'il est globalement, et on en parle au niveau des humains. Et une autre tentative, qui est sortie plus récemment, Nos Futurs, c'est en 2019, et l'autre s'appelle Nos Futurs solidaires, et donc là, c'est un peu la même chose, sauf que ça ne sont de se dire que des nouvelles de science-fiction, il n'y a pas le complément à côté sur les thématiques abordées, qui permet de parler de c'est quoi les futures solidarités, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut s'organiser collectivement pour prolonger nos sociétés au-delà des horizons pessimistes qu'on nous annonce, du changement climatique, des problèmes de ressources, du crunch énergie. Et donc voilà, ça c'est une possibilité, ce sont des commandes, hein, les auteurs ne font pas forcément ça, parce que si on les paye pour ça, alors ils veulent bien écrire des choses là, et c'est très imaginatif là-dessus. Et puis, il y a aussi toute une veine de science-fiction qu'on appelle solarpunk. Enfin, c'est un mouvement qui ne s'est jamais vraiment affermi comme le cyberpunk. Cyberpunk, c'est jamais écrit comme ça, c'est aussi du marketing, le cyberpunk. Mais c'est du marketing qui a retrouvé une mouvance réelle et concrète, qui était matériellement démontrable par le nombre d'œuvres et leur proximité de mise en scène, d'intrigue. Tandis que le solarpunk, c'est l'idée de mettre en scène un futur, le soleil, comme le steampunk, c'est l'idée qu'on est resté dans une technique du 2e siècle, du 19e siècle, on fonctionne le charbon à la vapeur, mais on fait des trucs incroyables. Donc, les ordinateurs, c'est la machine de la Ledge, etc. Et donc, ça fait une ambiance assez étonnante, qui plaît beaucoup, parce que ça s'appelle aussi rétrofuturisme. Et puis, de l'autre côté, ce solarpunk, c'est aussi, c'est dans un monde sympa, tout le temps l'énergie solaire, au vent, et la vie
les belles, et on essaie de décrire des histoires, qui soient des histoires aussi, qui ne soient pas juste des bisounours, parce que les bisounours, ça ne se vend pas comme histoire. Les auteurs, ils essaient de vendre. Et donc, ce mouvement solarpunk s'est affirmé. Il y a eu un manifeste solarpunk en 2008, mais il n'y a pas eu de matérialisation concrète par un volume comparable à ce qu'on puisse avoir. C'est un peu éteint, mais au-delà, pour un mot de pourquoi on prend très au sérieux la science-fiction. Roland a une pédagogie qui est fondée sur ces analogies avec les représentations imaginaires, et que c'est intéressant de prendre cette littérature-là. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me semble crucial, c'est que c'est la seule littérature qui a une fonction politique. Et là, à un stade, c'est parce qu'elle pose des questions de la survie d'espèces, ou des modalités de la survie d'espèces humaines, notamment, et parce que de toute façon, par son audience, ça dépasse toutes les autres littératures quand on les agglomère. L'auteur chinois, alors je sais bien que ce n'est pas reconnu, hein, il n'a pas eu le prix Nobel. Ils ne l'ont pas donné alors qu'elle le méritait 20 fois. Mais Liu Cixin, qui est l'auteur chinois qui a écrit une trilogie extrêmement connue, le Barack Obama en avait parlé en conférence de presse. Bon, voilà, donc, pour adapter sa trilogie, c'est Google, je crois, qui a fait une offre au gouvernement chinois, puisqu'il faut traiter avec le gouvernement chinois. Il a dit on vous donne 1 milliard pour pouvoir adapter et la Chine avec une réussite. Donc, il n'y a qu'une seule littérature qui a une représentation politique conséquente et qui a un rôle politique à jouer et qui est tenu pour un rôle politique important par les gouvernements, c'est la science-fiction. Les autres sont des littératures bourgeoises de telle ou telle culture. Non, en France, c'est une littérature bourgeoise parce que le public aime bien ça, mais ça n'a aucune validité. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Pas de la science-fiction, je te parle de la littérature blanche. La littérature science-fiction, c'est méprisé dans notre culture. Mais en réalité, au niveau, mondial et de représentation par les gens, c'est la seule qui parle et c'est la seule qui donne des œuvres puissantes, tu l'as répété. Donc, il faut avoir cette idée aussi qu'on choisit ça volontairement parce que ça permet de faire de la technopolitique. En réalité, ça peut avoir des raisonnements sur l'imaginaire, mais qui permettent de sortir les enjeux technopolitiques. C'est très intéressant de travailler à partir de ces représentations en mettant un scientifique, un auteur de science-fiction et quelqu'un qui est dans les sciences sociales, un historien. Vous faites sortir ça de façon beaucoup plus efficace que si vous vous mettez face à un public avec un discours scientifique et vous allez permettre des résistances, des scepticismes, des oppositions. Vous êtes là en train de créer une dissymétrie, ça ne marchera absolument pas et vous serez bloqué tout le temps. Alors qu'aux Utopiales, on discute des vrais enjeux politiques de la civilisation tous les ans, avec dans des conditions optimales de mon point de vue. Ah, excusez-moi. Vous avez peut-être déjà, à mon avis, donné quelques éléments de réponse, mais en fait, je pense qu'il est plus ou moins admis actuellement que pour changer, transformer nos sociétés, il faut aussi changer le mythe, et pour ça changer l'imaginaire, et on fait beaucoup appel à des questions de créativité, notamment théâtrales, puisque c'est plutôt des actions collectives. Et du coup, en vous écoutant, je me demandais si la science-fiction, c'était pas un peu le miroir, à l'approche un peu le miroir du théâtre, c'est-à-dire que ce serait aussi un moyen de penser des futurs désirés, mais qui ne sont pas réalisables, de facto, vu les conditions actuelles qu'on est en train de vivre. Du coup, c'est un échappatoire. Il y a des questions ensuite, on rentre dans les questions justement de performativité, d'appropriation par les gens. Donc, il y a des choses qui fonctionnent à plein de niveaux différents, donc des représentations qui sont même au niveau du mythe, qui circulent, voilà, des choses qui vont être de l'ordre de la mise en scène dont vous parlez, qui peut être passée par toute une série de différentes modalités de jeu de rôle et de mise en situation. Et ce qui est en effet assez troublant, c'est qu'il n'y a pas de différence de nature de ça par rapport à des pratiques pseudo-savantes, on va dire, de type philosophie ou prospective, ou des pratiques qui sont présentes constamment dans le monde de l'entreprise ou de la formation, qui sont ces pratiques de stimulation de la créativité, méthodologie de la conception, gestion du changement, toutes ces choses-là. En fait, c'est un seul spectre. Hein. C'est bien la façon de s'adresser aux dynamiques de groupe et aux formes d'intégration des individus dans les groupes pour leur dire on va essayer de changer nos comportements. Et donc, il y a la science-fiction est là comme, on va dire, un type de représentation imaginaire dominant de choses qui sont une myriade de pratiques et pour certaines qui sont déjà présentes dans la société. C'est beaucoup plus de la science-fiction de continuer de nous donner des discours pour maintenir le système tel qu'il est. On le sait.
Donc, il y a des choses qui... Oui. Un moyen, en fait, de... Parce qu'en fait, on voit bien qu'on a une société qui est très divisée, avec des approches très technologiques d'une part, et du coup, c'était pas de pouvoir utiliser la science-fiction comme un moyen, en fait, de défrustrer, pour aller vers des directions de futur que certains désirent, mais qui ne sont finalement pas réalisables parce qu'on ne peut pas les réaliser, et donc du coup qui éviterait, en fait, qui serait un moyen en fait, de... Alors ça existe, c'est exactement la méthode, dans les méthodes de choses, il y a une qui s'appelle le design friction, donc il y a le design fiction qui consiste à faire travailler les gens dans les entreprises ou dans d'autres situations, et le design friction, c'est le design où on vous fait partir dans une direction et pour vous faire découvrir précisément tous les blocages et toutes les choses qui s'opposent et qui même fait que si vous arriviez dans cette situation, vous seriez non seulement déçu, mais amer par rapport aux choses qui sont faites. Donc, ça existe déjà, en fait. Hein. Ce sont des méthodes et elles sont employées dans les entreprises. C'est pour prendre, justement, mettre du grain de sable dans les prises de décision par rapport aux stratégies d'innovation. J'avais envie de faire, du coup, je prends la parole, j'avais envie de faire un commentaire. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, avant que vous arriviez, de biodiversité, d'agriculture. Et il y a pas mal d'exercices de prospective ou de scénarisation sur la biodiversité. Alors ça peut aller de, je prends un panel de citoyens et je leur demande comment ils voient le futur pour la biodiversité. Donc c'est presque un exercice de science-fiction. Ça va jusqu'à des exercices plus scientifiques, par exemple sur l'agriculture durable. Il y a des scénarios pour une agriculture durable à l'échelle de l'Europe, de la France, où on rajoute à ça des calculs sur les flux d'azote, sur les flux financiers. Et du coup, quand vous avez parler de ces recueils de textes qui s'appellent No Future, etc. Je me suis dit qu'un No Future sur la biodiversité serait un exercice intéressant. Alors, je dis No Future parce que c'est NOS Future au pluriel, mais évidemment, quand on prononce que No Future, qu'on prononce à la française, c'est No Future quand on parle des peuples. Et donc, du coup, il y a ce double mot, il y a un jeu de mots à la con là-dessus. Mais effectivement, ça, ça peut être une façon de mettre l'avantage de ces romans, de ces textes, donc romans ou nouvelle, c'est de mettre ça avec des humains dedans. C'est ça l'intérêt de la science-fiction. La science-fiction, c'est pas de la science. On s'en doutait bien un peu. C'est écrit explicitement, il y a fiction juste à côté. Mais c'est l'humain, c'est ça qui est intéressant. Et ça met vraiment au concret et directement des personnes concernées à l'échelle individuelle, telle que quelqu'un pourrait le ressentir. Un agriculteur du futur, un consommateur, enfin quelqu'un qui veut manger sainement dans le futur, qui pratique un peu d'agriculture chez lui, enfin l'agriculture végétarienne, enfin, il fait pousser 3 trucs chez lui, puis il doit se procurer, je ne sais où, le reste. Enfin, ça peut mettre ça en scène absolument. J'avais proposé ça, j'avais discuté longuement avec des gens de RTE, quand ils ont proposé leurs 6 scénarios pour l'électricité de 2050. Ils ont 6 scénarios avec différentes hypothèses. C'est très éduqué, c'est très tech, c'est très ingénieur. Évidemment, c'est normal, c'est RTE, ils ne sont pas là pour rendre des cravates. Hein. Il faut faire ça super sérieux, c'est absolument normal. Mais après, ils ont un problème de comment on comprend ça. Autrement, au-delà des chiffres, comment un genre, le lambda, peut se projeter dans une chose comme ça. Je parle de lambda, mais ça peut concerner nos dirigeants. Hein. Donc, comment on peut se projeter là? Ça veut dire quoi concrètement pour moi si on est 100% renouvelable ou si on est 20% nucléaire avec... Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe pour moi concrètement? Et pour ça, les histoires sont toujours un peu fausses, elles sont des fictions. Donc là, en ce sens, elles sont d'une certaine façon, oui, une manière de mensonge, mais c'est quelque chose qui permet de se rendre compte qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement. Et parfaitement, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. On ne puisse pas le faire non plus, évidemment, bien sûr. Ça vous intéresse, je les connais, les autres science-fiction. Non, mais c'est tout simple. Eux, ils cherchent à vivre de leur bulle, ils sont toujours ravis de travailler. Dans le cadre de nos futurs, on avait fait, pour vous dire comment c'était passé, je n'ai pas fait ça tout seul, il y avait Daniel Suchet, Aline Orias, et puis ActuSF, l'éditeur ActuSF qui a accepté de tenter le projet. Qui a été financé par la Diagonale Paris-Saclay. Il y avait besoin d'argent pour payer les auteurs, imprimer le livre et que l'éditeur ne se casse pas la gueule instantanément, puis pouvoir en distribuer. On a distribué plusieurs centaines gratuitement dans la bibliothèque des communes de Saclay. L'idée, c'était de faire des binômes auteurs-scientifiques et puis qui se parlent. Que l'auteur, lui, il ne sait pas grand-chose, mais qui voit des choses, qu'on lui montre des choses dans la voie, qu'on lui parle, qu'on lui raconte des choses, et qu'avec ça, il en fasse une histoire. Et une fois qu'il commence à prendre l'histoire, c'est fini. Le scientifique, il a perdu la main, il a donné ses billes avant, et ça, hop, c'est parti, il y a une histoire qui sort, et puis il sort quelque chose, et il faut bien que ça discute à la fin, ça rediscute encore à la fin. Et donc, ça a pris du temps, on a mis 1 an pour faire ça. Et c'était vraiment intéressant. Les auteurs ont adoré, parce que du coup, pour une fois, c'est pas en lisant les livres, les revues scientifiques de vulgarisation ou quoi qu'ils avaient l'info, vous avez directement un référent scientifique qui peut leur donner tout un tas de livres,
Et il fallait qu'ils se comprennent, parce que le technicien, le technicienne, l'expert, ça de façon un peu incompréhensible, pas très digeste. Et donc il faut que chacun comprenne bien ce que l'autre va faire, et puis ensuite faire le texte. Et le résultat il est sympa. Enfin, le texte, en tout cas, du point de vue des textes, on est très contents. D'abord, ils sont intéressants. Et on a eu 2 prix de science-fiction, 2 prix littéraires de science-fiction dans ce roman, dans ce recueil. On était assez contents. Les auteurs ont bien travaillé, c'est-à-dire par là que ça s'est fait dans des bonnes conditions pour eux aussi financières, etc. Ils ont eu le temps. Et les scientifiques étaient ravis aussi. Alors, ça n'a pas toujours parfaitement fonctionné, les binômes. Il y a eu quelques petites frictions. Essentiellement, sur les 10 binômes, il y en a 8 qui ont très bien fonctionné, un qui a moyennement fonctionné et un ça a un peu frotté. Il a fallu discuter. Bon, c'est arrangé. Enfin, à la fin, tout le monde, c'est des gens intelligents, c'est des gens, des humains raisonnables. On a réussi à s'arranger. Mais voilà, ça a été quand même très concrètement intéressant pour les 10 binômes. Et puis pour les lecteurs aussi, on a eu beaucoup de retours positifs. Donc, bon. Je connais des gens que ça pouvait intéresser, je n'en parle. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Parce que ça, je pense, c'est à vocation à se reproduire ailleurs. Puis on voit ce que ça donne. De toute façon, aucune voie n'est vraiment mauvaise. Et l'objectif à atteindre est tellement énorme que toute solution, toute chose qui peut aider, on va la prendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Écoutez, merci beaucoup pour cette prestation. C'est un mot d'excuse. Je pense que la captation du son n'a pas marché sur la dernière présentation parce que le micro était coupé sur votre. C'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. C'est dommage. Ah oui, désolé. C'est pas grave. Le mien était branché. J'ai basculé après, mais uniquement pendant les questions. Ah bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas très grave. Donc, désolé. C'est pas grave. Il y aura des belles images. Il y aura les images. C'est notre carte de visite, donc je pense qu'il ne faut pas mettre les images. C'est notre carte de visite. Il y aura forcément d'ailleurs, ça a dû déjà être fait, il y aura forcément une captation ailleurs, à un autre moment. Voilà. Oui, donc fois, si vous voulez le revoir, vous aurez l'occasion par un autre moyen. Oui, bon, quant à nous, l'ordinateur, c'est oui, c'est bien. J'avais une remarque de fin. D'abord, merci à tous ceux qui sont toujours là, en ligne ou ici. Merci aux intervenants. Pour moi, une des choses majeures qui est sortie de cette journée, c'est cette idée qu'il ne suffit pas d'avoir, finalement, si on veut transmettre des connaissances au public, ça ne va pas suffire pour changer les comportements. Également, qu'il y ait une appropriation et qu'il y ait une articulation entre ces connaissances et puis le collectif. Et c'est là, en fait, l'interdisciplinarité qui joue un rôle fondamental, que ce soit via de la fiction, que ce soit via, on a parlé du théâtre. En fait, beaucoup le lien avec l'art, en fait, dans cette phase qui est apparue dans plusieurs, dans plusieurs interventions. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus ou commencer quelque chose de complètement différent. Si tu es d'accord, en tant que littéraire, je ne peux qu'abonder dans ton sens. C'est pour parler du théâtre et du XVIIe siècle. Il y a eu l'an dernier, dans le printemps des comédiens de Montpellier, un travail avec les collégiens, les lycéens, en particulier les quartiers défavorisés, qui s'appelait Shakespeare et citoyenneté, et qui avait pour but de faire travailler par les jeunes des pièces de Shakespeare comme Jules César, qu'ils avaient choisi eux-mêmes, et de faire sortir tout ce que ça pouvait apporter à leur vie, à leur compréhension du monde, de la société dans laquelle ils vivaient, etc. Donc je crois qu'en effet, je suis très content qu'on ait fini en parlant de la fiction. La fiction, le théâtre et donc tout l'apport de la partie lettres et langues du collège et de nos différentes disciplines, je crois que c'est très important. Donc je trouve que c'est une belle chose qu'on évoque. Merci. Juste pour rebondir sur ça, il me semble que, notamment sur la dimension de ce que tu évoquais, Sébastien, avec le lien avec l'écologie, c'est quelque chose qui est exploré au muséum. La façon dont les étudiants peuvent créer de la science-fiction
au sein d'un master d'écologie. C'est ce que fait avec Caroline Prévost notamment. Et il semble effectivement que les résultats soient très intéressants du point de vue de l'appropriation de cette thématique, et y compris aussi dans une perspective recherche. J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas un lien aussi avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que à un moment donné, arriver à faire de l'interdisciplinarité, c'est être capable de comprendre ce qu'il y a dans l'imaginaire d'un autre chercheur. Alors c'est un imaginaire de chercheur qui est contraint par des méthodes, des approches scientifiques, etc. Mais à un moment donné, c'est quand même du partage d'imaginaire. Et du coup, il y a un lien avec la science-fiction, enfin, qui me paraît assez net.